Bon, donc, on enregistre. Ben, tout d'abord, merci d'avoir accepté cette visio. C'est une classe de BTS, négociation, digitalisation de la relation client. Donc, la digitalisation est au cœur de ce BTS. Et on essaye autant que faire se peut de temps à autre d'inviter des auteurs pour essayer de développer chez les étudiants une petite culture ou une culture digitale. Ben, d'abord, merci. Puis, sans trop tarder, je laisse la parole à Paolo. Donc, on le voit. Donc, Paolo, désactive ton micro. Merci à vous, hein, ceci dit. Excellent BTS, bien d'avoir choisi ça. Vous êtes pile là où il faut être, à mon avis. Bonjour Monsieur Landy, Bonjour. Paolo, étudiant de première année en BTS NDRC. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu de 4 questions à un expert. Permettez-moi de vous présenter à mes camarades. Vous êtes un auteur spécialisé dans le domaine de la stratégie, du marketing digital, de l'e-commerce et du psychomarketing. Vous apportez votre expertise dans le marketing à plusieurs grandes entreprises, à savoir Nestlé, IBM, Danone et Nespresso. Vous partagez vos expériences en plusieurs œuvres, dont Psychomarketing, attirer et fidéliser encore plus de clients, et 22 lois que vos concurrents auraient voulu connaître avant vous. Et votre dernier livre, Le marketing digital à l'ère de l'IA et du Web 3, objet de la vision d'aujourd'hui. Votre site stratégiemarketing.com partage les meilleures techniques, outils et conseils pour un marketing digital réussi. Vos méthodes simplifiées et pratiques sont le résultat de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du marketing. Je vous laisse la parole à mes camarades qui vont vous poser 4 questions. Bonjour Monsieur Landy. Alexandre, élève de BTS NDRC première année. Ma question est la Bonjour. suivante. Dans le chapitre 6 intitulé Créer de la valeur tout au long du parcours client de votre ouvrage, vous évoquez pages 60 et 61 la notion de psychomarketing, qui est une méthode visant à engendrer des étapes psychiques chez l'individu afin de déclencher un résultat marketing. Cette méthode s'articule autour de 7 étapes, dont l'engagement. Vous dites que l'on peut s'appuyer sur l'IA pour susciter de l'engagement en utilisant le storytelling. Mais est-ce que l'utilisation de l'IA dans ce cas ne fait pas perdre l'aspect émotionnel attendu chez le prospect? Ouais, alors excellente question. Peut-être au préalable, je vais peut-être juste rappeler un petit peu les 7 étapes du psychomarketing, vraiment de manière très condensée. Donc, il y a une première étape qui est là, en fait, qui s'appelle la préinfluence, et elle sert à générer justement cette préinfluence de sorte que des prospects ciblés entendent parler de nous avant même qu'un contact soit établi. Et ça, c'est important parce que ça crée justement un premier contact positif. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'étape d'attraction. On va attirer le prospect en échangeant de la valeur contre ses coordonnées, ce qui fait qu'on va pouvoir communiquer avec lui, le recontacter. Et l'étape suivante, c'est l'étape parce qu'on a ses coordonnées maintenant, c'est l'étape de transformation. L'idée, c'est de faire contraster sa situation actuelle et tous les problèmes qu'il pourrait avoir avec une situation améliorée qu'il aura à l'usage du produit ou du service qu'on propose. Et l'étape suivante, qui peut être aussi, qui peut être aussi utilisée en même temps que l'étape de transformation, c'est l'étape justement d'engagement, parce que le but, c'est d'impliquer émotionnellement le prospect dans l'offre ou le produit qu'on souhaite vendre, parce que finalement, c'est les émotions qui nous animent, finalement grâce aux émotions qu'on va passer à l'action. L'étape d'après, c'est une étape de tantalisation, dans laquelle on va rajouter un obstacle pour acquérir le produit, ce qui va faire en sorte que le désir des prospects va encore augmenter, pour ensuite passer à l'étape de conversion, qui est une étape transactionnelle où le prospect va en fait passer à la caisse, et le rôle du marketeur, c'est de maximiser la taille du panier d'achat à ce stade. Et l'étape la plus importante dans le psychomarketing, c'est l'étape de récurrence. C'est une étape en fait où on va maintenir un contact bienveillant avec le client, l'aider continuellement, lui apporter plus de valeur que ce qu'on lui a promis au départ, justement pour en faire un ambassadeur.
Et pour revenir à votre question, est-ce que l'utilisation de l'IA ne fait pas perdre l'aspect émotionnel attendu chez le prospect? Ce que j'entends de votre question, ou qui est peut-être sous-entendu, c'est qu'une IA générative serait, quand on parle d'IA générative, donc une intelligence artificielle qui est capable de générer, par exemple, du texte ou des images, mais en l'occurrence du texte ou une histoire. Ce qui est sous-entendu, c'est peut-être qu'une IA ne pourrait pas retranscrire des émotions humaines, ou que si elle en était capable, elle serait dotée de sentiments, d'une âme, d'émotions, etc. Mais en fait, euh, une IA donc, qui serait dotée de toutes ces qualités-là, on appelle ça une intelligence artificielle générale, qui est capable finalement, on reproduit une intelligence humaine à 100% d'une intelligence artificielle, et c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Mais en fait, il n'y a pas forcément besoin, pour véhiculer des émotions, d'arriver à ce stade. Pourquoi? Parce que les IA sont quand même capables de générer de bonnes histoires, même émouvantes en fait, parce que les histoires qui fonctionnent bien fonctionnent sur des trames précises et connues. C'est des arcs narratifs qu'on revoit en fait dans toutes sortes d'histoires. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple la trame de la quête du héros. Vous savez, c'est cette trame où il y a un héros qui entame un voyage pour obtenir quelque chose d'important ou pour atteindre un lieu spécifique. Puis durant ce périple, ben, il va rencontrer des obstacles, des ennemis, etc. C'est typiquement une trame qui est utilisée par Tolkien dans le Seigneur des Anneaux. Il y a la trame de la rédemption où il y a un protagoniste qui commence souvent par être fautif ou moralement compromis, et puis l'histoire suit son chemin et vers la rédemption, justement, à travers des actes de bonté, de sacrifice. C'est typiquement le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, ou encore une autre trame, c'est la trame de la rébellion contre le système, où le protagoniste se bat en fait contre un système oppressif ou injuste. C'est l'exemple de 1984 de Orwell. Mais d'ailleurs, la trame de la rébellion, entre parenthèses, c'est aussi la trame qu'a utilisé Steve Jobs pour lancer Apple à l'époque, dans les années 80, où il se rebellait en fait contre les systèmes établis. Donc, vous voyez, en fait, ces trames, elles existent. Elles sont là, elles fonctionnent. Et ce que fait une IA, en fait, elle va s'appuyer sur ces trames-là pour recréer en fait des histoires à partir de trames qui existent. Et après, en fait, il y a aussi quelques règles narratives où il faut réussir à rendre le héros identifiable ou que l'audience puisse s'identifier au héros. Et du coup, son implication émotionnelle va se renforcer. Et puis tout ça, les IA savent le faire. Donc au final, les IA, elles ne sont pas dotées de sentiments ou d'émotions, mais elles s'appuient en fait sur des trames qu'on a déjà utilisées dans d'autres histoires pour en recréer de nouvelles. Et, euh, et c'est pour ça que quand même une IA est capable finalement de créer des histoires assez captivantes. En revanche, c'est vrai que, à mon avis, même encore aujourd'hui, au stade où on en est, c'est bien d'avoir un œil humain et puis finalement d'utiliser les IA comme source, comme base, pour ensuite nous-mêmes amplifier des histoires qui ont été peut-être générées par des IA pour les rendre encore plus émotionnelles. Ceci dit, juste au passage, je ne sais pas si vous avez essayé ça aussi, mais moi j'ai essayé de faire des histoires drôles à des intelligences artificielles génératives, Bard, ChatGPT ou Claude d'Anthropic, mais ça, elles ne savent pas le faire. Les histoires drôles, en fait, ils n'arrivent pas à être drôles, les intelligences artificielles aujourd'hui. C'est difficile de comprendre pourquoi, parce que là aussi, il y a des trames dans l'humour, mais c'est juste une parenthèse. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Alexandre. Oui, ça y répond totalement. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir répondu et je vais laisser la parole à Malak, ma camarade, pour vous poser la seconde question. Bonjour Monsieur Landy, Malak en première année de BTS NDRC. Dans le chapitre 7, intitulé Utiliser le référencement naturel comme levier, vous évoquez le SEO à l'ère de l'intelligence artificielle. Ma question est, comment l'IA peut-elle aider à l'optimisation du SEO? Oui, merci pour la question, Malak. Donc, en fait, je vais peut-être répondre en plusieurs points. Déjà, le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est l'optimisation, donc Search Engine Optimization, donc l'optimisation
d'une page Internet finalement pour faire en sorte que on atteigne les premières pages de résultats d'un moteur de recherche pour une expression qui est donnée. Et c'est en fait le SEO ou ce qu'on appelle aussi le référencement. On essaie vraiment de référencer son site ou sa page pour qu'elle apparaisse tout de suite quand quelqu'un cherche une expression. C'est aussi un métier qui est touché par l'IA et qui est en train de changer. Mais actuellement, dans ce qu'on peut faire aujourd'hui, je dirais l'approche à privilégier en SEO, il est, on va dire, en 5 points. Le premier point, c'est de partir toujours de l'avatar client, donc de son marché, de son client, pour essayer de comprendre qui on cible et ce que cherche cette personne. Dans un deuxième temps, on va essayer vraiment d'imaginer le problème qu'elle a et puis comment elle va chercher à résoudre son problème. Et ce travail de fond, il est important parce que ben, c'est un travail d'empathie, mais il faut réussir à se mettre à la place des gens pour pouvoir justement ensuite derrière euh, 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 pouvoir voir comment ces gens font leurs recherches sur Internet. Et donc la troisième phase, une fois qu'on a cette base de connaissances sur les personnes qu'on cible, c'est de dresser une première liste de mots-clés, d'expressions, de phrases que cette personne pourrait taper dans un moteur de recherche, saisir dans un champ de moteur de recherche comme Google pour résoudre son problème. Et là, en fait, le but, c'est vraiment de trouver des mots-clés pépites, c'est-à-dire des expressions qui insinuent une intention d'achat parce qu'on finalement, on part du principe qu'on veut vendre des produits, et pour lesquels il y a un certain volume de recherche, mais peu de concurrence. Et on sait qu'on va pouvoir se placer sur ces mots-clés-là, parce qu'il y a peu de concurrence. S'il y a beaucoup de concurrence, ça va être plus compliqué. Et la concurrence, ce sont les autres annonceurs ou les autres pages web qui sont, enfin, ce pas des annonceurs en l'occurrence, mais des pages web qui vont essayer de référencer eux aussi leur site. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on a identifié les bons mots-clés et aussi des outils hein, pour ça. Il y a SEMrush, il y a le Google Keyword Finder, etc. Une fois qu'on a ça, on va mettre en place une stratégie éditoriale, donc de contenu très pointu et profond, qui cible les mots-clés justement qu'on a identifiés et qui répondent aux attentes de celui qui cherche l'expression, en l'occurrence, dans Google. Et puis, on peut faire ça justement avec des techniques comme le cocon sémantique de Laurent Bourrelli, ou, et on double ça aussi d'une stratégie d'acquisition de liens entrants, de sites qui ont de l'autorité euh, et qui sont en rapport avec la page et la thématique qu'on traite. Et la cinquième étape, évidemment, c'est d'exécuter tout ça. Alors ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être bien référencé sur Google. Et pour faire chaque étape, on peut s'appuyer sur les intelligences artificielles. On peut, par exemple, utiliser les intelligences artificielles génératives pour brainstormer avec elles sur la persona client, parce qu'elle a des données, des milliards de données, elle s'appuie là-dessus. Donc, on peut justement, par exemple, demander ou soumettre en fait l'avatar client qu'on a déjà fait à une intelligence artificielle générative, puis lui demander de la compléter. Et derrière aussi, ce qu'on peut faire, c'est s'appuyer sur les intelligences artificielles génératives pour générer les mots-clés. C'est-à-dire qu'on va dire à l'intelligence artificielle générative, OK, maintenant imagine-toi, mets-toi à la place de ce profil de cette personne, et qu'est-ce qu'elle pourrait taper ou saisir dans un moteur de recherche pour pouvoir trouver telle ou telle solution à son problème. Et derrière, l'intelligence va générer une liste de mots-clés sur laquelle on peut s'appuyer. Il faudra bien sûr voir quel est le volume de recherche effectif dans le Google Keyword Planner. On a accès à cet outil uniquement si si on a un compte Google Ads, mais il sert justement à voir quel est le volume de recherche. Et ensuite, dans la stratégie éditoriale également, on peut s'appuyer sur les intelligences artificielles génératives pour générer des embryons d'articles ciblés sur certains mots-clés. Donc, vous voyez qu'à chaque étape, on peut vraiment simplifier le travail, un travail qui est dur et long. Il faut dire, honnêtement, les gens qui font du référencement, c'est dur et long à faire, d'autant plus qu'il y a une latence dans les résultats. On ne sait jamais quand Google va nous référencer, une incertitude aussi. Mais là, ça permet de simplifier les choses.
D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question et je vais vous laisser la parole à Régina. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes avant déconnexion. Euh, donc la Ah, suite, je vais être plus, alors je vais être, je vais être peut-être plus succinct dans les réponses suivantes, d'accord? merci, parce qu'en fait, on s'est connecté un peu plus à l'avance, Oui. donc on a un temps qui est un peu limité. La question 3 donc c'est Regina. Regina, étudiante en première année BTS NDRC. Dans le chapitre 19, intitulé Optimisez votre boutique e-commerce à l'ère de l'IA et du Web3, vous précisez qu'il est possible de s'appuyer sur l'IA générative pour rédiger des fiches produits. Ma question, comment l'IA peut être utilisée pour personnaliser les contenus marketing? Avez-vous des exemples à nous donner? Merci Régina pour cette question. On est encore au balbutiement, c'est vrai, de ces IA, mais on peut déjà commencer par personnaliser du contenu. Juste en parenthèse, alors je vais essayer d'être assez court, mais il y a c'est vrai que quand on regarde le contenu qui est généré par les IA, maintenant on commence à avoir un peu l'habitude, puis on retrouve, même voit, on voit hein, une image qui est générée par une IA, c'est une image où il y a plein de petits détails, toujours un petit peu des patterns comme ça. On commence à les reconnaître. Les textes, c'est plus difficile de les reconnaître. Mais ce qu'il faut faire pour pouvoir générer des contenus personnalisés avec les IA, c'est qu'il faut entraîner les IA sur son contenu. Et on peut le faire de deux manières. En tout cas, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est, alors il faut un compte payant sur ChatGPT, mais vous pouvez créer des GPT et nourrir en fait ces GPT qui sont faits comme un chat GPT pour votre contenu spécifique, pour votre cas d'usage, où vous allez justement la nourrir et lui dire voilà le contenu qui a été généré ces, je sais pas, 2, 3 dernières années, euh, et lui dire de reproduire le ton de voix, le style, etc. de ce contenu-là dans les futurs contenus qu'elle va générer pour nous. Donc du coup, le contenu sera déjà personnalisé pour nous. Il y a une IA, un autre exemple, hein, c'est une autre IA qui s'appelle Jasper.ai, qui est payante, hein, mais qui est très puissante, qui permet aussi de créer toutes sortes de contenus, texte, images, etc. Et là, en fait, la force de cette IA, c'est justement qu'elle va être entraînée sur le contenu qu'on a déjà fait, sur le ton de voix de la marque qu'on veut mettre en avant, pour faire en sorte que derrière, le contenu qu'elle génère soit personnalisé au cas d'usage avec le ton de voix de la marque à laquelle qu'on souhaite utiliser. Et donc, il y a des moyens de personnaliser maintenant avec l'IA, et puis de plus en plus. Merci d'avoir répondu à ma question. Je laisse la parole à Marwa. Bonjour, Marwa, étudiante en première année de BTS NDRC 1. Dans le chapitre 10, vous évoquez la capitalisation sur les réseaux sociaux via l'IA. Expliquez-nous cette démarche et si possible, donnez-nous des exemples. Oui, alors, merci Marois pour votre question. Là aussi, il y a des moyens d'accélérer. Donc, quand vous faites votre contenu pour les réseaux sociaux, en général, vous avez des piliers éditoriaux que vous avez définis en amont, partie d'une stratégie de création de contenu saine. Donc, ces piliers éditoriaux, vous les avez peut-être vous-même déjà définis, mais vous pouvez peut-être aussi vous aider des IA pour définir ces contenus éditoriaux. Et puis derrière, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez aussi vous appuyer sur les IA pour vous aider à générer ces contenus pour les réseaux sociaux. Et il y a un exemple d'application IA qui est assez efficace pour ça, c'est Rapidly App, euh, qui est une IA en fait qui va être une sorte de stratège de contenu pour les réseaux sociaux, qui va élaborer chaque mois un contenu spécifique axé sur des objectifs, sur sa niche, sur son contenu, dans son ton de voix, et en appliquant certains éléments qu'on a définis en amont à chaque publication pour un impact maximal. Donc ça, c'est un exemple, et c'est plus facile comme ça de créer un contenu, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il faut être constant, il faut être régulier, etc. Là, avec ce genre d'app, on y arrive plus vite. Concrètement, il y a une marque qui a été assez pionnière dans son utilisation de l'IA, c'est Starbucks, qui utilise en fait déjà et qui optimise beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux notamment. Donc eux, ils utilisent beaucoup l'IA justement pour délivrer des campagnes sur les réseaux sociaux
pour personnaliser les messages en fonction du moment, de la date, mais aussi du lieu dans lequel on se trouve. Donc, oui, pour les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'applications également qui sont possibles. Merci, Monsieur Lundi. Donc, les 4 questions ont été posées. Je vous réitère mes remerciements. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ça, pour les interviews, pour la préparation aussi à tous vos étudiants. Je vous souhaite à toutes et à tous bon succès dans la suite. Les études, c'est juste une partie.